Je crois que par rapport à l'historiographie, peut-être qu'il y a une spécificité française, en ce sens où l'événement à Auschwitz a en quelque sorte ressuscité l'événement, la courte durée historique. Alors que dans la tradition historiographique, notamment française, et dans la tradition, je dirais, de l'histoire longue, l'événement était considéré comme quelque chose de relativement superficiel. Et que ce qui comptait dans la compréhension du devenir historique, c'était les grands mouvements de fond, les grandes ondulations, les rythmes de force sociale, de force même géographique. Et l'événement était vraiment la poussière, c'était l'écume des choses qui étaient condamnées à disparaître, alors que l'essentiel se jouait dans les rythmes de profondeur. Et avec l'émergence de l'événement à Auschwitz, j'ai l'impression que l'événement est quelque part sauvé à l'intérieur de cette historiographie du long terme et la courte durée. Troisième Reich, 12 années, à Auschwitz 4, et si on compte Treblinka, c'est-à-dire l'épicentre même du génocide, quelques mois, quelques années. Donc vraiment le court terme historique, qui est de nouveau devenu, contrairement à cette perception de l'histoire du long terme, le court terme et l'événement devient une sorte de matrice à travers laquelle on fait une relecture de l'histoire du long terme. Et Auschwitz devenant, comme événement du court terme, devenant une sorte de matrice qui nous oblige à revisiter le long terme historique, pas seulement le XXe siècle, mais aussi l'histoire de l'Occident comme civilisation, comme modernité. Je pense que cette spécificité historiographique d'Auschwitz est intéressante. Je partage ton avis, mais je pense que s'il y a une spécificité française dans l'approche de l'histoire du génocide des Juifs d'Europe, c'est l'histoire de la mémoire. En France, on a commencé à élaborer une histoire de la mémoire d'Auschwitz, peut-être d'une manière plus approfondie ou plus importante que dans d'autres pays. Je pense aux travaux, par exemple, de Annette Wiewiórka. Mais pour ce qui concerne l'histoire d'Auschwitz comme l'histoire du génocide des Juifs d'Europe, je pense que les principales contributions historiographiques sont venues des États-Unis, d'Allemagne, et puis, il y a aussi une historiographie française de la Shoah, mais qui s'est constituée plus tard. En France, on a forgé la notion de Shoah, qui est entrée dans l'usage courant désormais, et c'est le film de Claude Lanzmann qui l'a créé d'une certaine façon, au sens et qui l'a introduite dans l'espace public, dans le débat collectif. Mais du point de vue historiographique, je ne crois pas que la France soit à l'avant-garde parce que c'est vrai que l'historiographie française de l'après-guerre a été dominée par, disons, d'un côté le structuralisme, de l'autre côté cette notion brodélienne de longue durée, qui ont été remises en cause par l'événement Auschwitz comme rupture de l'histoire soudaine, absolument imprévisible, inattendue, et comme un basculement, disons, de l'histoire. J'avoue que ce débat terminologique commence à me gêner un peu, parce que je le trouve souvent stérile. Désormais, on utilise les termes Holocauste, Shoah, Auschwitz comme des synonymes. Et je pense que désormais, ces termes sont entrés dans l'usage courant, ils sont devenus incontournables et je ne sais pas jusqu'à quel point ça peut être utile de continuer de se pencher sur une réflexion sur la pertinence de ce concept.
Bien évidemment, un concept comme celui d'Holocauste suscite des gros problèmes pour sa connotation religieuse, théologique et pour le sens qu'elle implicitement attribue à l'avènement, qui est un sens sacrificiel. Hein. Évidemment, de ce point de vue, le terme Holocauste est inacceptable. Mais reste le fait que si je veux expliquer à mes étudiants comment mener une recherche sur l'histoire de la Shoah ou sur l'histoire d'Auschwitz, eh bien, je dois leur dire qu'il faut taper un mot-clé qui est le mot Holocauste. C'est le mot qui a été adopté par la Bibliothèque du Congrès aux États-Unis et qui s'est généralisé dans les bibliothèques du monde entier. C'est un fait qui peut nous plaire ou pas, mais nous sommes obligés de prendre acte de cette réalité. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est-à-dire, peut-être que la discussion est stérile, il n'empêche, je crois qu'il... Parce que la question est souvent posée, notamment par les enseignants qui essayent de faire un enseignement sur cette matière, ils sortent souvent à cette polysémie. Et je crois qu'il est intéressant, moi, de discuter avec eux pourquoi il y a ce phénomène. Moi, je suis étonné d'une certaine littérature, abondante, il faut dire, qui, tout en proclamant que notre langage est incapable de saisir l'essence de l'événement, que nos concepts sont désuets ou en tout cas sont impuissants pour saisir l'événement lui-même, l'événement donc de la destruction des Juifs ou génocide, en même temps qu'il y a cette déclaration qui condamne nos capacités d'intelligibilité, en même temps il y a un extraordinaire pathos linguistique pour trouver des termes pour les désigner. Alors j'ai attendu Mysterium Tremendum, les Américains, la chose sans nom, Shoah, Holocauste, génocide, etc. Je crois qu'il faut essayer de comprendre pourquoi il y a cette situation où à la fois on se déclare impuissant à articuler un discours compréhensif sur cet événement et en même temps chercher des termes aussi étranges que la chose ou la chose en soi, par exemple, ou les crimes ontologiques, ou encore un séisme d'une magnitude telle qu'il a détruit l'organe avec lequel il devrait l'enregistrer. En fait, il y a aussi, il y a là aussi à la fois un pathos linguistique et un abandon conceptuel pour essayer de comprendre l'événement. Moi, je crois que nommer, de toute façon, c'est tenter d'attribuer du sens. Toute nomination est attribution du sens. Alors, plus un événement résiste à l'attribution du sens, plus le problème de sa nomination pose problème. Et c'est vrai que l'événement Auschwitz comporte plusieurs impasses de sens, c'est sûr. Alors évidemment, je crois que l'Holocauste puise dans le grand réservoir des significations religieuses pour attribuer du sens à l'événement. Et donc ça couvre un certain besoin nécessaire de donner du sens à ce qui apparaît en tout cas dénué de sens. Et je pense que Shoah participe aussi du même effort de donner du sens. On pourrait dire que Shoah, en tant que catastrophe, traduit littéralement, on ne sait pas si c'est naturel, d'ailleurs, une catastrophe naturelle ou une catastrophe humaine. En tout cas, c'est une tentative d'insérer l'extermination des Juifs, de l'insérer dans la grande bibliothèque des catastrophes. Et puis nous avons les termes aussi, il faut bien le dire quand même, génocide, qui est un terme juridique, qui correspond à un autre réservoir de signification, qui est la rationalité occidentale, le normativisme qui essaie de créer des normes pour subsumer de cas particuliers. Voilà un peu comment je vois le démarquage entre les différents types d'attribution du sens. Oui, je ne veux pas m'attarder sur cette question. Je partage plusieurs de tes remarques, mais je pense aussi que la signification d'un terme ne se réduit pas à son étymologie. La notion de Shoah, qui a la connotation que tu évoquais tout à l'heure, est utilisée par la grande majorité des locuteurs avec un sens qui est différent, qui est le sens qui a été créé par, disons, la diffusion du film de Claude Lanzmann,
qui était un film qui n'avait pas une connotation, disons, théologique ou religieuse. Mais ces termes, désormais, font partie du sens commun, si l'on veut, et font partie d'un langage partagé. Je crains que la focalisation sur ce type de querelle sémantique risque de cacher le véritable problème qui est celui de que faire de la mémoire, comment penser Auschwitz aujourd'hui et que faire de la mémoire d'Auschwitz. Il n'empêche que le terme génocide date de 1948. C'est-à-dire nous avons un terme qui désigne l'événement singulier, juridiquement. En ce sens-là, on n'était pas dépourvu d'un vocable, d'un terme qui nous a permis, dès la fin de la guerre, d'avoir un concept, une notion qui, à mon sens, est tout à fait pertinente pour la compréhension de l'événement. Or, le terme Shoah est venu après, qui prend la place dans l'évolution que tu décris. Et c'est là, je crois, où il y a nécessité peut-être de discuter de l'instrumentalisation d'un certain nombre de termes utilisés. Par exemple, lorsque Lanzmann nous dit « j'ai choisi le terme Shoah parce que je ne comprenais pas les mots, je ne connaissais pas la signification du mot », ça pose problème. Parce que quelqu'un qui crée un film sur cet événement capital pour notre siècle, il choisit un mot que lui-même déclare dont ne connaît pas la signification. Oui. Donc je dis, ce n'est pas un terme gratuitement choisi parmi les différents réservoirs des significations que la tradition linguistique nous offre. Il a choisi un mot qui, selon lui-même, c'est une inconnue linguistique. Oui. Donc, ça signifie que cet événement échappe aussi bien au langage connu qu'au concept qu'on peut mobiliser pour sa compréhension. C'est-à-dire qu'il faut garder cet événement hors compréhension. En ce sens-là, la discussion sur les termes sont des enjeux essentiels du point de vue de la compréhension de l'événement. Je partage ta critique de la conception développée par Lanzmann, élaborée par Lanzmann, de la Shoah. Hein. Mais je pense que, comme toute œuvre d'art, son film ne peut pas être mécaniquement, disons, immédiatement identifié à la vision qu'il a inspirée ou à la théorisation que son réalisateur lui a greffée dessus et a répandu depuis 20 ans, depuis la réalisation de ce film. Il ne fait que élaborer, disons, une philosophie de la Shoah. Bon, ce n'est pas comme cela que j'ai vu ce film, et je pense qu'il y a des centaines de milliers de personnes dans le monde qui ont vu ce film, qui ont, grâce à ce film, pu se forger une conscience historique et intégrer Auschwitz dans leur vision de l'histoire et dans leur mémoire, sans que cela signifie partager la conception qui est celle de Lanzmann aujourd'hui, selon laquelle Auschwitz serait un événement incompréhensible, hein, parce que c'est ça finalement qu'il dit, on ne peut pas comprendre Auschwitz. À la limite, il adopte d'une façon que je trouve très perverse, il reprend à son compte l'aphorisme d'un gardien SS du camp d'Auschwitz, « Hier ist kein Warum », ici il n'y a pas de pourquoi. Eh bien, c'est un refus normatif de toute explication qu'il assume. Hein, et qu'il considère comme la seule posture possible pour aborder le problème d'Auschwitz. Évidemment, ce n'est pas mon point de vue. Si un historien adopte ce point de vue, il démissionne, disons, de sa fonction. Il y a 50 ans, 1956, je pense qu'aucun historien en France, en Europe ou ailleurs n'aurait dit eh bien, Auschwitz est une rupture de l'histoire, Auschwitz est un moment central
dans l'histoire du XXe siècle ou dans l'histoire de l'humanité. Alors que pour nous, aujourd'hui, cela va de soi que Auschwitz est une rupture de l'histoire et on ne peut pas penser l'histoire du XXe siècle sans penser à Auschwitz. Il y a aussi tout un débat qui est important d'un point de vue historiographique sur la comparabilité d'Auschwitz. Est-ce que c'est un événement comparable ou pas? Je pense qu'il y a là quelque chose qui tient au parcours de la mémoire, au fait que, je ne me souviens plus qui a parlé d'un phénomène télescopique. Hein, l'importance, la dimension de l'événement s'agrandit au fur et à mesure que l'événement s'éloigne de nous dans le temps. Alors je ne sais pas si cette tendance va s'installer et on pourra dire la même chose dans 30 ans, j'en suis pas sûr, mais pour l'instant, c'est comme cela. Qu'est-ce que tu attends exactement par rupture des civilisations dont Auschwitz serait, au sens métonymique des termes, serait le signe? Parce que la Première Guerre mondiale n'est pas aussi une rupture des civilisations. Pourquoi Auschwitz serait-il? La Shoah est plusieurs choses à la fois. Ou Auschwitz, ou l'Holocauste, disons, peu importe maintenant la façon de nommer l'événement, mais il y a dans la destruction des Juifs d'Europe, je pense, à la fois quelque chose de très archaïque et de très moderne. Il y a dans les exécutions à la chaîne des Einsatzgruppen, par exemple, quelque chose de très archaïque qui rappelle des violences ancestrales, si l'on veut, et il s'agit d'une violence qui, dans sa phénoménologie même, implique une remise en cause du processus de civilisation au sens des acquis du processus de civilisation. C'est un passage à l'acte, c'est la brisure de toutes les autocontraintes qui sont un produit du processus de civilisation, disons. Il y a cet aspect-là, cette dimension d'éruption de violence brute, et il y a aussi un autre aspect qui est très moderne, de violence froide, de violence technique, de violence entre guillemets rationalisée. On l'a défini comme la banalité du mal, c'est-à-dire toute une série de fonctionnaires d'un dispositif de mise à mort qui n'agissent pas inspirés, impulsés par la haine, par le fanatisme, par l'idéologie, mais pour faire un bon travail, entre guillemets, doivent seulement respecter toute une série de normes, de règles qui sont celles de la bureaucratie moderne. Je pense qu'on peut définir la Shoah comme, Auschwitz comme une rupture de civilisation dans ce sens-là. Par l'affrontement de l'archaïque et par la coexistence, non pas par l'affrontement, mais par la coexistence, la compénétration de ces deux dimensions qui coexistent dans un même processus historique. Et je pense que nous sommes tout à fait d'accord avec toi, mais alors cette coexistence est consubstantielle à la modernité, cette doublure. Je ne vois pas donc en quoi il s'agit d'une rupture des civilisations, puisque la civilisation porte en elle-même, et c'est là, à mon sens, les grands défis de la modernité, qu'elle porte en elle-même cette cohabitation de l'archaïque et du moderne. Et on était dans une société civilisée avant Auschwitz. Auschwitz intervient et on continue à être dans la même société. Oui. La société d'aujourd'hui, elle était entièrement identique, dans ses grands traits en tout cas, dans ses grandes structures, aussi bien mentales que technologiques, que de la société avant Auschwitz. Donc je ne vois pas en quoi ces concepts de rupture de civilisation nous donnent une autre clé de lecture de l'histoire que ce que nous savons déjà, à savoir que la modernité en elle-même, comme processus qui se déclenche dans des horizons historiques très difficiles à préciser au sens chronologique du terme, mais nous savons que depuis que la modernité nous a dit « le monde n'est pas une donnée, mais c'est un projet à construire », on sait qu'à l'intérieur de cette histoire qui devient un devenir, les deux éléments sont là. C'est vrai que cet événement est devenu... la conscience contemporaine se révisite dans sa trajectoire historique.
Et en même temps, je suis très préoccupé par cette valeur qu'a pris à Auschwitz. Je dirais pourquoi. Pas parce que je veux minimiser l'événement, bien entendu. Nous nous inscrivons dans une période où, par l'usage d'un langage hyperbolique, on dirait qu'il y a une lecture catastrophiste de toute la modernité, en quelque sorte. Et en ce sens-là, je pense que cette lecture est aussi idéologisante. C'est-à-dire, à travers les prismes de la dernière catastrophe, on ne voit derrière nous que ce qui constitue la chaîne des grandes catastrophes. Or, il y a certes des grandes catastrophes, la Première Guerre mondiale, c'est sûr, la Seconde Guerre mondiale, mais il n'y a pas que cela. Il y a d'autres éléments de ce siècle. Je pense donc que cette focalisation non critique sur les rapports de l'événement Auschwitz avec notre histoire, ces rapports non critiques oblitèrent une lecture du passé dominée par, il faut dire, une certaine fascination pour la catastrophe et la grande catastrophe. Or, je pense qu'on peut avoir une autre lecture aussi du XXe siècle, infiniment plus nuancée. Je révélerai 3 grands importants événements, à mon sens, qui ont scandé ce siècle. Et pour commencer, tout de même, l'antifascisme, qui est un événement capital du XXe siècle par rapport au Troisième Reich. Une tradition antifasciste liée à des mobilisations de groupes sociaux, de forces sociales, qui n'étaient pas seulement militaires au sens de la défaite militaire du nazisme, mais aussi de la défaite par des groupes sociaux. On a aussi d'autres événements. Les grandes conquêtes sociales après la guerre, qui étaient la reconduction précisément de la résistance. Et cet événement des grandes conquêtes sociales de 1945, reconduites par les forces de la résistance partout en Europe, c'est des conquêtes sur lesquelles on vit presque aujourd'hui, qu'on essaye même de les éliminer aujourd'hui. C'est aussi un héritage du XXe siècle. Je parlerai aussi des guerres de libération par rapport aux colonies. C'est aussi quand même un événement excessivement important de ces siècles. Et en cela, cette lecture catastrophiste à travers Auschwitz de toute la tradition occidentale me paraît un mauvais présage. Moi, je suis d'accord avec toi, l'histoire du XXe siècle n'est pas que l'histoire d'une immense catastrophe. L'histoire du XXe siècle est l'histoire du fascisme, du nazisme, du stalinisme, et l'histoire d'Auschwitz est aussi l'histoire d'une gigantesque espérance émancipatrice qui a pris le nom de communisme pendant un moment, et l'histoire de l'antifascisme, et l'histoire de l'anticolonialisme, c'est-à-dire et l'histoire des tentatives de se révolter et de se battre contre cette barbarie moderne, je ne sais pas comment l'appeler, la notion de barbarie, encore une fois, pose beaucoup de problèmes, mais une barbarie moderne et totalitaire, évidemment, il y a une dialectique de l'histoire dans laquelle catastrophe et tentative de lutte émancipatrice coexistent. Évidemment, je pense que c'est l'historien Eric Hobsbawm qui disait c'est parce qu'il y a un héritage des Lumières qui n'a pas succombé, qui ne s'est pas éclipsé, qu'on a pu mener une bataille contre la barbarie, qu'on a pu se battre contre le nazisme et qu'on a pu même vaincre cette lutte. J'en suis convaincu. Mais cela ne me suffit pas. Et je pense qu'il faut tirer le constat, ce n'est pas difficile aujourd'hui sur la base d'une sagesse rétrospective qui est celle de l'historien qui réfléchit en 2006 tranquillement et qui n'est pas évidemment l'attitude d'esprit de ceux qui se battaient contre le fascisme pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'antifascisme revendiquait une idée des Lumières, revendiquait un héritage des Lumières qui prônait une idée de progrès que précisément Auschwitz a remis en cause et je dirais même a détruit.
si on considère Auschwitz comme une rupture de civilisation, eh bien, il faut assumer, je pense, cette formule dans toute sa complexité, c'est-à-dire une rupture de civilisation qui remet en cause certains acquis du processus de civilisation. Hein. Mais Auschwitz est une rupture de la civilisation au sens où la définissait Auschwitz, Adorno et Horkheimer, c'est-à-dire c'est un produit de la civilisation elle-même. L'antinomie entre la mémoire et l'histoire, les témoignages et l'histoire comme discipline, cette antinomie ne peut être tranchée ni sur le plan éthique ni sur le plan épistémologique. Ça reste une question ouverte. Première chose. La deuxième, je crois que depuis qu'il y a ces mouvements mémoriels, cette récolte des témoignages, etc., des survivants des camps, je crois que nous avons appris à travers une multitude de débats. Les débats n'ont jamais cessé depuis maintenant une trentaine d'années sur histoire et mémoire. Je crois que nous avons appris tous un peu, peut-être, de revoir à la baisse, je dirais, les prétentions d'un discours historique à une scientificité qui n'aurait des comptes à rendre qu'à elle-même, et être plus vigilant, infiniment plus critique par rapport à une mémoire qui avait tendance de mettre la recherche scientifique sous surveillance. La deuxième chose que j'aimerais évoquer à la matière, c'est l'apport de la mémoire et des témoignages dans l'enquête historique. Il me semble qu'elle peut être très intéressante et très importante sur un certain nombre de domaines où les archives conventionnelles, ils sont soit lacunaires, soit par destruction volontaire, soit par perte tout simplement, et par le fait aussi que les archives que nous a léguées l'institution des crimes sont des archives aussi partiales, c'est-à-dire c'est le point de vue du bourreau qui est dans ces archives. Je pense que les témoignages peuvent nous apporter des éléments au niveau factuel. Par exemple, sur l'organisation du travail dans les commandos, il n'y a pas des archives conventionnelles qui peuvent nous renseigner. Là, il n'y a que les témoignages des survivants qui peuvent nous donner des éléments importants pour documenter le travail constatationnaire. Je pense qu'il y a une fonction supplétive de la mémoire et des témoignages des survivants, supplétive aux archives conventionnelles, que souvent est négligée par les historiens. Parce que si on ne parvient pas à documenter les vécus de cette expérience, et essayer même de l'approcher aussi loin ou aussi près que possible, on risque de faire une histoire qui ne serait que la succession des dates et des chiffres. C'est-à-dire que ce serait de la simple production documentaire. Ce serait ni une histoire conceptuelle, ni même une histoire narrative. Oui, je pense que, comme l'a très bien souligné Paul Ricoeur dans son dernier grand livre sur la mémoire est la matrice de l'histoire. En réalité, on ne peut pas écrire l'histoire sans en même temps véhiculer une mémoire. Hein. D'ailleurs, le cas, disons, d'Auschwitz me paraît tout à fait symptomatique de ce point de vue. C'est précisément avec l'émergence de la mémoire d'Auschwitz que surgit le débat sur le rapport entre histoire et mémoire et sur la place du témoin dans un processus d'élaboration historique du passé et sur le rapport entre le témoin et l'historien. En réalité, l'histoire ne s'écrit pas dans le vide. Hein. L'historien est enraciné dans un contexte intellectuel, social et politique, et l'écriture de l'histoire répond toujours à une demande sociale. Et cette demande sociale est portée par la mémoire. Hein. Et cela veut dire que ce qu'on écrit aujourd'hui sur Auschwitz, grâce aussi à l'apport des témoins,
est quelque chose de complètement différent de ce que l'on pourra écrire dans 50 ans. Parce que je suis convaincu que, précisément parce que Auschwitz est une rupture de l'histoire, est une césure historique, comme je le disais, on écrira des livres sur l'histoire du génocide des Juifs d'Europe dans un siècle, comme on écrit encore aujourd'hui des livres sur l'histoire de la Réforme ou de la Révolution française ou de la guerre de 30 ans, mais on le fera évidemment d'une manière complètement différente par rapport à l'écriture actuelle de ce passé, entre autres parce qu'il n'y aura plus les témoins qui nous diront « Eh bien, j'étais là, j'ai vu ». J'ai ressenti cela, le ciel avait cette couleur, l'odeur qu'on ressentait, et il y a cette graine de l'histoire qui va se perdre avec la disparition des témoins. La question du pourquoi, qui à mon sens est incontournable comme question, et quiconque interdit le pourquoi nous amène dans une impasse aussi bien historique au sens de la discipline et au sens même pédagogique de la transmission. Je crois que la question du pourquoi va être la question des prochaines années. Je crois que le comment, les recherches scientifiques ont poussé la chose assez loin, au point de vue des processus décisionnels, au point de vue des institutions qui ont participé au génocide. Je pense qu'en matière factuelle du comment, je ne dis pas que la question est entièrement épuisée. Il y a peut-être encore quelques régions qui restent obscures, et peut-être que des documents, des documentations nouvelles pourront nous éclairer. Mais je pense que l'essentiel du comment, la recherche scientifique est arrivée un peu à terme. Et en revanche, la question du pourquoi demeure, à mon sens, la question essentielle, en ce sens où elle a aussi une fonction de lecture de notre présent. C'est-à-dire, si nous admettons que nous vivons finalement dans des formes de vie et dans des contextes de vie qui sont globalement les mêmes que celles qui étaient avant 40, la compréhension du pourquoi, c'est-à-dire la compréhension fondamentalement de mécanismes qui ont rendu possible cette catastrophe, puisqu'elle est terminée, je pense qu'elles sont une compréhension qui nous équipe, qui nous arme pour pouvoir lire de façon critique notre propre présent, qui, je dis bien, je le répète, comporte les mêmes structures et les mêmes éléments de fond. Je suis convaincu, comme toi, que la question du pourquoi est fondamentale, que cette question reste. On pourrait citer Isaac Deutscher qui écrivait, je crois, dans les années 50, dans un siècle, les historiens continueront de s'interroger sur pourquoi Auschwitz, et je pense que Auschwitz continuera de rester un mystère. Et c'est un peu la position qu'avait adoptée Primo Levi dans Les naufragés et les rescapés, lorsqu'il parlait d'un trou noir, hein, le trou noir d'Auschwitz. Mais je pense que ce questionnement, qui peut-être n'aboutira pas à une réponse satisfaisante, ce questionnement va se poursuivre, et cela ne va certes pas épuiser la question, mais peut contribuer à la reformuler d'une manière fructueuse. Je ne vois pas la notion du mystère. Si on prend nos connaissances du phénomène de la destruction des Juifs d'il y a 50 ans et nos connaissances aujourd'hui, incontestablement, nous voyons qu'il y a des connaissances aujourd'hui ou des théories interprétatives plus performantes que celles qu'on avait il y a X années. Je ne vois pas en quoi ces processus peut être déclaré au préalable comme ayant une limite. C'est un peu Primo Levi qui pose cette question. Mieux vaut n'est pas aller jusqu'au bout de la compréhension. En ce sens où la compréhension risque de devenir, dans son étymologie même,
prendre avec, c'est-à-dire intérioriser en soi-même la possibilité de la répétition de l'événement. Mais je ne vois pas en quoi on peut postuler au départ qu'il y a un mystère ou une incapacité de compréhension. C'est dire quelque part que ce processus continu d'augmentation de nos connaissances, quelque part, par la nature même de l'objet ou de l'événement, il est condamné à s'immobiliser. Non, moi, je ne veux pas Et donc, il n'y a pas de mystère. faire une concession à une conception mystique, à une vision mystique de la singularité d'Auschwitz. Ce n'est pas cela ma perspective. Je pense qu'on a, certes, on le fera encore davantage, mais on a déjà largement éclairé, au sens littéral du terme, l'événement. Mais je pense que dans le cas d'Auschwitz, en particulier, mais dans tous les génocides d'une manière plus générale, il y a une part d'ombre, il y a une zone d'ombre, il y a quelque chose, bon, une dimension énigmatique qui échappe à la raison historique. Cela, c'est un problème qui se pose pour Auschwitz comme il se pose pour le Rwanda. Comment expliquer qu'en quelques mois, il y a une extermination massive de centaines de milliers de personnes et cette métamorphose d'une partie de la société à un exécuteur. Il y a quelque chose qui échappe, je pense, à la compréhension historique lorsqu'on est confronté à la déportation de juifs des régions les plus reculées d'Europe, dont certaines en 1944, lorsqu'il s'agit d'une opération qui est totalement irrationnelle d'un point de vue militaire, d'un point de vue économique, d'un point de vue... il y a quelque chose, je pense, qui ne peut pas être expliqué. Cela reste, à mon sens, une dimension énigmatique d'Auschwitz. Mais, encore une fois, je ne veux pas ériger un monument, mais je comprends. Ériger un culte de l'exceptionnalité. C'est autre chose, zone d'ombre que mystère. Zone d'ombre, toute connaissance étant une lumière, jette de l'ombre quelque part, pour revenir à Bachelard. On ne peut pas d'office déclarer que les zones d'ombre ne vont pas se déplacer. Non, il ne mais ça, c'est pour tout objet historique. Non, il ne s'agit pas d'une... Non, mais vraiment, je ne suis pas de ceux qui théorisent, postulent a priori une impossibilité normative de comprendre la Shoah. Je n'ai pas une approche mystique, je me considère comme un historien, un héritier des Lumières, et je revendique cette... cela n'empêche que, je pense, toute recherche bute, ou pour l'instant bute sur cette zone d'ombre qui n'est pas exclusive de la Shoah, encore une fois. Je la vois au Rwanda, je la vois dans le stalinisme. Et étudier les procès de Moscou pose des problèmes. On les voit dans les camps de concentration non génocidaires. Oui, mais je pense que tout historien aurait intérêt de garder cette partie de questionnement, de doute, et de modestie dans son approche. On ne peut pas dire, eh bien, nous avons la réponse à tous les problèmes que pose Auschwitz, qui sont des problèmes qui dépassent largement les frontières des disciplines, et auxquelles un historien peut apporter une réponse, mais c'est une réponse très limitée et c'est une réponse qui n'est pas toujours satisfaisante. Si cette pédagogie, à partir et autour des crimes nazis, et là j'aimerais bien mettre le pluriel, crimes nazis, dans lesquels j'inclus bien sûr le génocide comme une spécificité de la politique criminelle nazie,
Mais je pense que l'enseignement à partir et autour d'Auschwitz doit viser la totalité de la criminalité nazie, tout en sachant qu'à l'intérieur de cette criminalité, il y a des spécificités et des types de crimes différents, depuis les crimes de guerre jusqu'aux crimes contre l'humanité ou les crimes de génocide. Et alors, je crois que si on part de cette idée qu'il faut faire une pédagogie à partir et autour d'Auschwitz, Auschwitz, je dis bien entendu comme une métonymie de toute la criminalité nazie, je crois qu'il y a plusieurs dimensions qu'ils doivent nourrir à partir de cet enseignement, la critique du présent. Sur 3 niveaux, je les verrai pour faire bref. Un élément fondamental des camps de concentration et d'extermination, Primo Levi l'a dit, c'est l'homme est considéré comme un objet. C'est qu'on peut appeler la réification de l'homme. C'est-à-dire on nie à l'autre le principe fondamental de l'humanité, l'autonomie. Il devient un pur objet, il n'est plus considéré comme une fin. Il se nie lui-même, d'ailleurs, comme finalité. Je crois que ce processus de réification, qui est exacerbé dans Auschwitz, mais au point extrême, eh bien, ce processus de réification de l'autre, je trouve que fait partie du fonctionnement normal de nos sociétés normales. Ça, c'est le premier élément, à mon sens, qu'on peut puiser dans cette expérience historique extrême. Un autre élément, je crois que c'est intéressant aussi, Hannah Arendt a évoqué que le totalitarisme nazi, à l'occurrence, son point focal, c'était en quelque sorte de rendre l'homme superflu, c'est-à-dire rendre l'homme Kleenex. Je pense qu'il y a des mécanismes propres à nos sociétés normales et démocratiques qui ont aussi un peu cette visée, ou qui donnent aussi cette possibilité de rendre les hommes superflus. Et le troisième élément qui peut être utilisé à travers l'expérience du système concentrationnaire nazi a trait à une question capitale, le problème de la bureaucratie. Eh bien, cette bureaucratie, elle est aujourd'hui un élément central de nos propres sociétés modernes, et y compris démocratiques. Comment donc une bureaucratie peut dériver en l'absence d'un état de droit. Et en tout cas, cette bureaucratie porte en elle, à l'intérieur de la modernité, porte en elle-même des éléments qui permettent l'accomplissement de l'innommable. En ce sens-là, un enseignement qui partirait de la criminalité nazie, de cet événement historique, nous pousserait ou nous obligerait ou devrait nous obliger à dépister dans le présent, dans nos sociétés normales et même démocratiques, tous les ingrédients, tous les mécanismes qui induisent des processus et des comportements qui réduisent l'autre en un simple moyen pour atteindre des objectifs. Je pense que si on veut faire d'Auschwitz le point de départ d'une pédagogie du marché debout, une sorte de pédagogie qui apprendrait à l'humanité à se tenir debout, eh bien, il faudrait essayer d'enseigner Auschwitz beaucoup plus que comme événement singulier, comme événement inscrit dans l'histoire non seulement de l'Europe, mais plus en général dans l'histoire du monde moderne. Et donc le problème de comment enseigner Auschwitz, en réalité, n'est qu'un problème beaucoup plus vaste. Comment enseigner l'histoire, comment définir notre relation au passé et, je dirais, c'est un problème d'usage public du passé. Comment se rapporter au passé et comment penser le passé pour agir dans le présent. Et alors, je pense qu'on peut distribuer, diffuser dans les écoles toutes sortes de films que si cela s'accompagne de la promulgation de lois qui déclarent le colonialisme comme un phénomène historiquement positif, eh bien l'enseignement d'Auschwitz butera toujours sur des incompréhensions. À quoi ça sert que d'enseigner Auschwitz si après la commémoration
du 60e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, médiatisée par les télévisions du monde entier et faite par les responsables de la guerre d'Irak et d'Abu Ghraib. Dick Cheney, Jack Straw et Berlusconi. Je pense que comment enseigner à Auschwitz, c'est un problème qui ne peut pas être dissocié d'un usage public du passé qui inscrit Auschwitz dans disons, notre responsabilité politique dans le présent.